Bonjour, Kwei, Notamechik, Tchibouraradno. J'aimerais d'abord remercier le chef Andrew Delisle pour la bienvenue, le mot de bienvenue ce matin et la prière d'ouverture. Monsieur Delisle fait partie de la génération qui me précède. Il a été non seulement grand chef plutôt pour la Première Nation de Kahnawake, mais il a fait partie également d'une délégation importante de leaders autochtones qui ont souhaité la bienvenue aux pays participants aux Jeux olympiques de Montréal, à titre de représentant non seulement de sa nation, mais à titre de représentant également pour les Premières Nations du Québec-Labrador. Et l'ironie dans tout ça, c'est que M. Delisle avait un discours que je continue de perpétuer, comme lui avait un discours qu'il prenait des personnes qui l'ont précédé. Et ce que nous souhaitons tous et toutes au sein de notre communauté, c'est qu'éventuellement, ces discours donnent place à des discours un peu plus constructifs, des discours d'action plutôt que de réaction. Je suis Innu avant d'être chef pour l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador. Ma communauté d'origine est Pessamite. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas bien réussi en géographie, Pessamite est quelque part entre Bécomo et Forestville sur la Côte-Nord. Tchibouraradno Notamechik. Tchitsuet abwe dajnin kahagat. Waham royan dji pshish tbazmustadwat. Dewejiat. Mark Chegwan kahagat bekwendemat. Tchitsuet abwe kohagwan deinan. Il y a quelques années, je participais à un événement à Wendake, qui est en banlieue de Québec, en compagnie de celle qui était mairesse de Québec à ce moment-là, feu André Boucher, et qui disait bien candidement et humblement et publiquement à tous que lorsqu'elle était plus jeune, on lui avait toujours enseigné que l'histoire du Québec et du Canada avait commencé en 1534, à l'arrivée de Jacques Cartier. Et ce qu'elle disait, bien humblement, c'est que j'ai appris par la suite qu'il y avait tout un pan d'histoire qui précède l'histoire que nous connaissons. Et ça, c'est sans doute le premier point qui est important de relever ce matin, en route vers 2017. La langue Innu est encore parlée par environ 65% de notre population, qui se situe autour de 20 000 personnes au Québec et au Labrador. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les langues autochtones à travers le pays. C'est sans doute dans une langue qui aurait pu ressembler aux quelques mots que je viens de prononcer que mes ancêtres ont accueilli vos ancêtres, il y a maintenant 5 siècles. Nos peuples ont une longue tradition d'hospitalité et de respect. Cependant, plusieurs d'entre nous jugent maintenant que nos politiques d'immigration, à l'époque, auraient eu avantage à être un peu moins flexibles. Certains observateurs, plus sévères encore, diront que nous avons tellement partagé qu'il ne nous reste plus rien. Mais tout ça appartient à un autre débat. Il est incontestable que plusieurs nations occupaient l'Amérique
bien longtemps avant les grandes expéditions de Christophe Colomb ou de Jacques Cartier. Pour la plupart, les Premières Nations situent leur présence sur cette grande île de la Tortue, ou l'Amérique, à quelques milliers d'années, entre 6 000 et 10 000 ans. Je ne ferai pas de polémique pour quelques milliers d'années. Donc, 150 ans d'histoire témoignent d'un Canada encore très jeune. Pourtant, une autre grande et belle histoire précède celle du Canada. C'est une histoire dont on parle peu. C'est celle de nos peuples qui ont occupé et nommé chaque cours d'eau, montagne, lac et saison. Ce sont ces premiers peuples occupants de ces territoires, plusieurs milliers d'années avant l'arrivée de Jacques Cartier, qui ont permis l'établissement de la colonie de la Nouvelle-France. Ils ont été un facteur déterminant dans la création et la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada. Parler du Canada, souligner ses 150 ans, sans consacrer une place pour parler de l'histoire qui précède l'autre histoire, celle qui nous a été enseignée, celle que j'ai apprise, serait commettre une grave erreur. Les Premières Nations étaient souveraines. Cette souveraineté est confirmée par divers traités et, en 1763, par la Proclamation royale, qui est, encore aujourd'hui, un document à valeur constitutionnelle. Donc, cette souveraineté, même à travers tous les tourments, a survécu aux époques. L'horizon vers 2017 nous mène inévitablement à octobre de la présente année, qui coïncidera avec les 250 ans de la Proclamation royale, qui constitue pour les peuples autochtones au Canada le document qui confirme non seulement l'existence de droits spécifiques pour nos peuples, mais aussi et surtout l'obligation de la couronne de traiter avec nous dans le respect de ces droits. La grande majorité des décisions de la Cour suprême du Canada, qui a eu à se prononcer sur plusieurs causes autochtones, y fait référence régulièrement. Aussi, ne faut-il pas être surpris que les Premières Nations, dans leur interprétation de la relation historique avec la Couronne, présentent la Proclamation royale comme seul testament de la reconnaissance qui fait défaut aujourd'hui. Il ne faut pas y voir un repli ou une abdication face à la Couronne de la part de nos peuples. En réalité, les résultats peu concluants avec les gouvernements coloniaux qui se sont succédés depuis ne nous laissent guère le choix. Par ailleurs, et à juste titre, le Canada peut réclamer le statut de pays d'avant-garde en matière de reconnaissance spécifique de la réalité représentée par nos peuples. Nous devons reconnaître qu'en effet, il a été un des premiers États à se doter d'une Constitution reconnaissant le caractère spécifique et distinct de nos peuples et en consacrant à leurs droits ancestraux et issus de traités la reconnaissance appropriée. C'est sans doute ce que retiendra l'histoire, plus que ce qui s'est passé avant, et pour ce qui doit venir après, cela dépend beaucoup de ce que nous sommes en mesure de faire, nous tous, dans cette salle. Mais surtout, ce qui se passe à partir de maintenant met au défi une volonté politique malheureusement trop souvent absente. Cette nouvelle Constitution, avec sa section 35, complètement dédiée à nos peuples et à leurs droits, n'est pas devenue une réalité sans effort. Nos propres dirigeants de l'époque, chefs de l'île, au-delà de la grande diversité qu'ils représentaient, se sont ralliés pour assurer que le rapatriement ne se ferait pas au détriment de la reconnaissance nécessaire de leurs traités historiques et des territoires sur lesquels repose toujours aujourd'hui un droit et un titre aborigène. La période pré-rapatriement a connu une mobilisation sans précédent, avec les résultats que nous connaissons maintenant. Cependant, ce que peu savent ou ont tout simplement oublié, c'est que le pays nous doit une troisième conférence constitutionnelle qui devait se pencher plus spécifiquement sur la mise en œuvre des droits ancestraux et issus de traités, notamment en jetant les bases pour la création de gouvernements autochtones autonomes.
Les 2 conférences qui devaient permettre de progresser dans ce sens ont été un échec total. C'est en partie ce qui nourrit les défis qui se présentent à nous aujourd'hui. La recherche d'un gouvernement qui aura le courage nécessaire pour reprendre là où le processus constitutionnel a échoué. Au-delà de ce constat peu optimiste quant aux changements majeurs nécessaires pour les nations et communautés que nous représentons, il y a bien entendu ce que nous sommes en mesure d'accomplir par nous-mêmes, souvent avec l'énergie que plusieurs membres de nos nations réussissent à investir dans des initiatives qui mettent en valeur leur identité et leur désir profond de voir nos nations accéder à un avenir collectif qui commande l'action plutôt que la réaction. Le Québec et le Canada forment une société riche qui aime se dire progressiste. Comment expliquer alors l'état tiers-mondiste encore aujourd'hui dans un trop grand nombre de communautés? Selon l'Indice du développement humain des Nations unies, le Canada se classe parmi les 10 premiers, mais chute, selon les plus récentes données, autour du 60e rang lorsqu'on prend pour mesure la situation sociale et économique des peuples autochtones. Ce n'est pas le Canada dont rêvent les plus jeunes chez nous. Mais il y a des progrès dans certains secteurs. Dans d'autres, la situation se détériore. Le défi est colossal. En conclusion, et faisant suite aux aveux de feu André Boucher, ancienne maire de Québec, je dirais que 2017 nous donne l'occasion d'élargir la vitrine sur la réalité des Premières Nations. Et c'est très certainement un défi que je nous lance à nous tous, indépendamment de nos responsabilités, indépendamment de nos occupations, indépendamment de nos origines. En 2017, à Montréal, comme partout ailleurs au Québec, nous souhaitons que nous ayons l'opportunité de faire avancer certains des points que j'ai relevés ce matin. Je sais que souvent la question autochtone cause un malaise, la question des Premières Nations. Et comme la démarche politique est souvent une voie qui est pleine de nids de poules, j'ai tendance à constater des fois que nos meilleurs ambassadeurs sont les personnes qui sont membres de nos nations et qui sont, à plusieurs égards, des artistes qui s'expriment par l'art, par le dessin, par le chant et autres moyens. Et notre rêve pour 2017, c'est d'avoir un lieu qui permette cette expression-là ici à Montréal. Nous avons comme démarche et comme projet l'établissement d'un haut lieu culturel et artistique pour les Premières Nations à Montréal qui va nous permettre cette vitrine, de la même façon que le Jardin des Premières Nations ou Jardin botanique nous donne cette possibilité. Donc, c'est mon rêve aujourd'hui que je viens de partager avec vous. Merci. Monsieur le Président. Je garde M. Picard à mes côtés pour une petite question. M. Picard, j'écoutais attentivement vos paroles. Qu'est-ce qui fait de vous, malgré la bataille, malgré la réalité, un homme optimiste? Et êtes-vous optimiste? À chaque fois que j'ouvre les yeux le matin, c'est une question que je me pose moi-même parce que et la réponse est assez simple et c'est que on n'a pas le droit de baisser les bras. Nous avons notre population est très jeune, les 25 ans et moins comptent pour près de 55 dans la grande majorité de nos communautés. Donc c'est une responsabilité que nous avons et que je vais transmettre à d'autres éventuellement pour garder une voie, c'est-à-dire une démarche progressiste, mais qui demande aussi un engagement de part et d'autre. Et souvent, malheureusement, on a de la difficulté à constater. On a l'impression, trop souvent, plus souvent qu'on le voudrait, que cette volonté-là va uniquement dans un sens. Merci. Merci infiniment. Merci.